Cette table ronde est particulière parce qu'elle sort un peu de l'ordinaire. Et je tiens d'abord à remercier les laboratoires FI qui nous ont sponsorisés pour cette table ronde. La table ronde est particulière. Par habitude, quand j'ai des anti-vax devant moi, je leur dis, écoutez, vous ne voulez pas faire un vaccin? Moi, je vous demande un seul truc, c'est de vous renseigner sur le vaccin pour lequel vous ne voulez pas vacciner votre enfant. Au moins, vous connaissez la maladie et comme ça, vous êtes conscient de ce que vous prenez comme risque pour votre enfant. Et nous, en tant que pédiatres, tous les vaccins qu'on fait, c'est des vaccins pour des maladies qu'on connaît ou des maladies qui ont disparu, qu'on n'a jamais vues. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu du polio. Bon, je deviens vieux, mais donc je n'ai jamais vu du polio, donc ça veut dire que la vaccination est quelque chose d'extrêmement important. Je parle de cette présentation et en fait, c'est la première fois que nous, pédiatres, on est sollicités pour un vaccin et ce vaccin, il est pour le futur. Nous, on vaccinait et on vaccine toujours contre les maladies qu'on connaît ou qu'on n'a plus vues. Et là, c'est un vaccin un peu particulier, le vaccin HPV, parce que c'est un vaccin qui concerne la femme, qui concerne un cancer qui est virulent. Et c'est pour ça qu'on a fait appel au docteur Meddoun Mamoun qui est avec nous et qui nous fait le plaisir de présenter parce que, contrairement à nous pédiatres, lui, il voit les malades, il soigne les malades, il dépiste les malades. Et donc, cette vision d'un gynécologue qui soigne la maladie nous renseigne sur l'utilité et l'intérêt de faire ce vaccin parce que nous, en tant que pédiatres, on ne voit pas cette maladie. Donc, je ne vais pas m'éterniser, je voudrais juste vous dire qu'il y aura une table ronde un peu particulière qui sera organisée, et je vous demande de retenir la date, le 5 novembre. Donc, c'est un samedi après-midi. Et on va dire, c'est un nouveau concept, c'est que il y aura le docteur Marc Belaiche qui va venir et qui va nous faire à peu près 4 heures de gastro-entéro. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui vous intéressent ou s'il y a des dossiers particuliers, vous pouvez lui présenter. Donc, on va faire cet après-midi. Bien sûr, il y aura notre ami docteur Taher, professeur Taher avec nous, bien sûr, donc il est toujours fidèle. Et puis, je tiens à remercier le président de la Société mauritanienne de pédiatrie qui fait l'honneur d'être parmi nous. Merci, je ne vais pas prendre encore plus la parole. Je te cède, mon ami, la parole pour présenter cette présentation qui nous intéresse tous. Merci. Bonsoir, merci de l'invitation. Je ne vais pas être barbant sur la biostatistique, rassurez-vous, ni sur des courbes longues à interpréter. Je vais parler de l'HPV, je vais parler des deux versants, le versant pathologique, parce que nous, on voit, en tant que gynécologue, on voit un peu les dégâts que ça fait chez les 20, 30, 40, 50, 70 ans. Et vous allez voir tous les jours en consultation des jeunes qui probablement vont porter ce virus, très probablement, on va voir les chiffres, et qui vont présenter des pathologies qui sont parfois bénignes, parfois un peu plus embêtantes. Alors, pourquoi le HPV? Parce que, tout simplement, contrairement à ce qu'on pense tous, ou une majorité d'entre nous, c'est la première infection transmissible sexuellement au monde. 75 à 80% d'entre nous sont en contact ou seront en contact avec ce virus. Donc, ce n'est pas une maladie rare, c'est 80% de la population. On sait tous que un cancer sur 6 dans le monde est viro-induit, mais les cancers dont on va parler sont tous induits par un seul virus ou une seule famille de virus qui est le HPV. Et c'est intéressant de le dire, c'est un virus qui, chez la femme, sur une pathologie de la femme, est très facilement dépistable, 10 à 15 ans avant l'apparition d'un carcinome invasif du col, et il peut être également prévenu par un vaccin. Alors, ça m'intéresse de parler aujourd'hui devant les pédiatres parce que pour sensibiliser les parents et les enfants, nous, les gynécologues, on voit 1-2 filles par mois, 2 adolescentes qui ont des troubles du cycle ou des règles abondantes ou des dysménorrhées. On en voit 1-2 par mois. On ne peut pas avoir une action aussi importante que les pédiatres qui voient ces jeunes-là ou ces enfants-là tous les jours. Deuxième chose, au Maroc, on n'est pas dans une culture médicale où on a des médecins de famille qui suivent les familles, les enfants, les parents, où ils peuvent avoir une information.
rigoureuse, continue, etc., et bien informée. Donc, c'est ce qui fait que la communauté pédiatrique est peut-être la plus potentiellement active sur ce sujet-là, parce que c'est eux qui voient les enfants, 10-12 ans, qui vont être probablement vaccinés ou pas, et qui peuvent donner l'information. J'insiste beaucoup sur l'information, parce qu'au Maroc, malheureusement, on n'a pas d'information ni du gouvernement, de l'État, on n'a pas de pamphlets sur le HPV qu'on distribue dans les écoles ou chez les médecins. Je me rappelle, la PELIP avait distribué des trucs sur le Guthrie, etc. Ben, moi, je les ai au cabinet. Les parents les prennent, les femmes enceintes les prennent. Et quand les femmes enceintes quand les femmes ne sont pas enceintes, elles le lisent. Elles le redéposent, mais elles le lisent. C'est une information qui circule quand même. Et elles posent des questions. C'est quoi le Guthrie? C'est quoi le test pour les oreilles? On a entendu parler de trucs. Donc, il y a une information qui passe doucement, mais qui passe quand même. L'HPV, c'est le silence absolu sur une maladie qui est quasi commune. Quand je te dis 8%, ben ça veut dire 8 personnes sur 10 dans cette salle l'ont eu, vont l'avoir ou l'ont actuellement. Donc, et il y a des sites d'information, il y a 2 sites. Il y a un site que j'aime beaucoup, c'est le site masexualité.ca. C'est un site qui a été conçu par la Société des obstétriciens gynécologues du Canada, la SOGC, et qui donne une information complète, exhaustive, vraiment sur tout ce qui est sexualité, maladies sexuellement transmissibles, contraception. C'est vraiment extrêmement bien fait. Ça s'appelle masexualité.ca. Il y a un autre site qui est très bien fait, ça s'appelle InfoHPV, qui sont vraiment des sites majeurs d'information, et je vous recommande on va parler un peu des pamphlets qu'on pourra faire par la suite. Alors, les virus, je ne vais pas faire un cours de viraux, je pense que tout le monde sait que les HPV, il y a des centaines de sérotypes. Il y en a 15 qui nous intéressent parce qu'il y en a 15 qui sont oncogènes. Ces 15, on les connaît actuellement, on peut faire des typages. Actuellement, on fait des typages de plus en plus. Puis je vais parler du frottis qui va disparaître dans quelques années. C'est validé en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada. Et le frottis va disparaître dans pas très longtemps, et on va le remplacer par des typages HPV tous les 5 ans. Alors, la contamination se fait par contact direct, ce n'est pas par des fluides corporels, ce n'est pas le sperme ou les fluides cervical ou vaginal qui contaminent, c'est un contact direct. Ça commence toujours par une lésion bénigne, un condylome, qui va dégénérer en dysplasie cervicale, vaginale, vulvaire, etc., anale, la muqueuse du pénis, etc., et qui va donner des cellules néoplasiques ou des dysplasies localisées qui vont, elles, dégénérer en cancer dans certains cas. Pourquoi? On va en reparler. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'au départ, dans les années 2000, même dans les années 90, quand on commençait à parler de problèmes de santé publique, d'HPV, de cancer du col, on parlait toujours du col. On faisait le dépistage du cancer du col et on parlait de femmes exclusivement. Ça a beaucoup changé sur les 30 dernières années. La perception du HPV a changé chez les gynécologues, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a des journées. Cette semaine, il y avait à Nancy, sur le site OncoStream, il y avait une journée sur les cancers HPV, les cancers ORL HPV. Et j'ai appris beaucoup de choses parce que c'est pas ma spécialité d'une part, mais c'est la même éthiopathogénie et on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup plus vaste qu'on le pense. L'autre problématique du HPV, c'est que c'est des cancers qui évoluent lentement. Le gars, l'onco-ORL qui parlait cette semaine de l'évolution, disait les cancers du larynx chez l'HPV sont des cancers qui évoluent lentement. Et souvent, on les diagnostique au moment de la métastase, quand il y a une adénopathie ganglionnaire. Les cancers du larynx des alcoolotabagiques sont très douloureux d'emblée. Déjà, dans la forme anatomoclinique, il y a une différence. L'un est douloureux et diagnosticable facilement ou rapidement. L'autre, très souvent, il est diagnosticable au niveau de la métastase uniquement. Alors, on ne va pas parler de virus, mais il y a de virus, on va pas rentrer dans la virologie de détail, mais il y a des virus à connaître. Les plus importants qui ont été très, très vite reconnus, ça a été le 16 et le 18. Il y a même eu, dans les années 90, je vais en parler tout à l'heure, un vaccin monovalent pour le 16. Il n'a pas été très vite retenu. Il a été vite abandonné, je dirais, parce que c'est un seul, alors qu'à deux, ils prennent 80% des cancers du col. Donc, si on fait un monovalent le 16, on laisse tomber 40% des cancers du col. Déjà, sur le plan santé publique, ce n'était pas valable.
On s'est rendu compte également que c'est le 16 et le 18 qui donnent le maximum la majorité de cancers du larynx, des amygdales, la sphère anogénitale, et KE2, juste ces deux-là, totalisent une grande part des cancers HPV induits. L'autre type de virus qu'on recherche de plus en plus, le 52 commence à apparaître au Maroc de plus en plus, c'est le 31, 35, 33, 45, 52, 58. Et si on fait la somme de ces deux-là, c'est 80 exactement, je vous donne le chiffre exact, c'est 99,7% des cancers du col sont HPV induits. C'est pas, le reste, c'est des carcinomes, des sarcomes, des trucs qu'on ne peut pas dépister ni traiter de prime abord. Alors, quand on regroupe ceux-là, c'est 100% des cancers du col quasiment. L'amygdale, le larynx, c'est le 16 et le 18. Le 1 et le 11, c'est des condylomes. Les condylomes, c'est très embêtant. Les femmes peuvent avoir, ou les hommes également, mais moi je traite uniquement des femmes, mais des condylomes récidivants de la vulve, du vagin, du périnée, je peux vous assurer que c'est désagréable. Moi, la petite dernière de 18 ans, on l'a endormie 3 fois pour coaguler ses condylomes. Donc, comme elle avait un chou-fleur de condylome au niveau de la vulve, elle a commencé sa vie sexuelle 6 mois avant l'apparition de la condylomatose floride. Et donc, il a fallu l'endormir 3 fois. Et très probablement, elle va récidiver parce qu'on brûle ce qu'on voit. On ne peut pas brûler toute une vulve parce que c'est fou. Mais on brûle que les lésions. Et on sait pertinemment que dans 1 an, 2 ans, elle va récidiver. Donc, ce n'est pas cancéreux, le 1 et le 11, mais c'est embêtant, ça gâche la vie sexuelle ou la vie tout simplement d'une jeune. Alors comment se fait chez la femme, au niveau du col, comment se fait l'infection? Le plus souvent, c'est donc après un contact sexuel bien entendu, il y a quelques cellules qui sont infectées au niveau du col. Alors la majorité, on va voir une grande majorité des femmes qui vont être infectées par le HPV, vont le clean et vont s'en débarrasser dans les 2 ans à 90%. 10% vont le garder. Alors l'évolution se fait par ce qu'on appelle soit une dysplasie légère, soit une dysplasie de haut grade. La dysplasie légère peut évaluer vers une guérison spontanée. La dysplasie de haut grade également, mais une fois que le cancer est installé, il ne peut pas régresser, et c'est l'évolution vers les métastases et l'évolution locale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre 0 et 20 ans, on a globalement, ce qu'on explique aux femmes tous les jours, on leur dit, madame, si une femme fait un frottis tous les 3 ans, elle ne peut pas avoir de cancer du col. Pour la simple raison qu'on le voit venir 10 ans à 15 ans avant. C'est-à-dire qu'on part sur un frottis normal, on part sur ce qu'on appelle en anglais un ascus, c'est-à-dire des cellules atypiques mais de signification indéterminée, on rebondit sur d'une cytologie qui aborde ou qui évoque un CIN1, puis un CIN2-3. Donc on a vraiment le temps d'agir. C'est entre le traitement d'un CIN1, on ne le traite plus. On le surveille, hein, ça c'est clair. Le CIN2, le 3, on le traite, mais pour qu'il évolue vers un cancer, ça prend environ 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la poisse pour ne pas faire de frottis pendant 10 ans et laisser une dysplasie évoluer vers un cancer. Ça, c'est uniquement pour le col, ce schéma-là. Mais on s'est rendu compte par la suite que c'est la même évolution pour le larynx, pour les amygdales, pour l'anus, pour le pénis, etc. Donc, c'est des évolutions qui sont lentes. Et par exemple, dans les pays actuellement, comme je prends toujours l'exemple de l'Australie, parce qu'eux, ils ont été extrêmement pertinents, extrêmement agressifs, le taux de la prévalence des cancers du col a drastiquement baissé, mais elle a baissé d'une manière majeure, une courbe, mais vraiment une accélération majeure. Et actuellement, en Nouvelle-Zélande et en Australie, le cancer du col est en train de devenir un cancer rare. C'est le 2e cancer de la femme. Chez eux, c'est un cancer rare. Quand ils en voient un, c'est comment il est venu. C'est des pays d'immigration. Ils ont encore beaucoup de femmes qui immigrent à 40-50 ans, qui n'ont jamais eu de dépistage. Ça peut expliquer également des chiffres un peu dans ce sens. Alors au Maroc, c'est le 2e cancer de la femme, comme je viens de le dire. 17e cancer de la femme
en Australie et au Canada, j'aimerais bien qu'on soit à ce niveau-là. Il n'y a pas de dépistage. Au Maroc, on ne reçoit pas, les femmes ne reçoivent pas de lettres leur disant « Madame, depuis 3 ans, vous n'avez pas eu de frottis, il faut aller faire un frottis », ça n'existe pas. Et les chiffres sont toujours aussi alarmants qu'il y a 20 ans ou 30 ans, malheureusement. Alors, quand on parle de vaccin, donc on a parlé un peu de la pathogénie, de la physiopathologie du vaccin, ou du HPV, des organes cibles. Alors, il y a des questions qui se posent, comme dans tous les vaccins, ce n'est pas des pédiatres que je vais expliquer ça, mais pourquoi on vaccine pour le HPV, pourquoi pas, qui doit-on vacciner, quel vaccin utiliser, quand et quel protocole, à partir de quel âge on doit vacciner et selon quel protocole, est-ce que ce vaccin est réellement efficace ou pas, est-ce qu'il a des effets secondaires majeurs qui peut-être vont nous empêcher de vacciner les enfants, et quelle est sa durée d'action. Je pense que devant tous les vaccins, on se pose ce genre de questions. Je pense, je ne suis pas pédiatre. Mais pour ce vaccin de HPV, on se pose ces questions parce que c'est les questions que nous nous posons nous-mêmes vis-à-vis de nos patientes, vis-à-vis des jeunes qui vont être vaccinés. Et toutes ces questions reviennent généralement de façon classique. Il y a une analogie que j'aime bien parce que quand on a commencé à parler du cancer du col, etc., on a fait des analogies. Le cancer du poumon, c'est le tabac dans 80% des cas. Le foie, l'hépatite B dans l'hépatocarcinome, 50 à 65% des cas. L'œsophage, essentiellement tabac et alcool dans 30 à 60% des cas. Et cancer du col, HPV, 99,7%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune commune mesure. Et en plus, aucune de ces trois pathologies graves n'est dépistable. Lui, il est facilement dépistable, facile, ça ne coûte pas cher, et c'est le seul dépistage qui est réellement efficace. Il est plus efficace que la mammographie lorsqu'on compare les chiffres de santé publique. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'une mammographie, c'est reproductif. Maintenant, je ne sais pas, pour ceux qui suivent, on ne fait plus les frottis cytologiques avec l'étalement sur la lame. Maintenant, c'est depuis quelques années, depuis pas mal de temps maintenant, les frottis sont faits en phase liquide, mais c'est des machines quasiment qui étalent. Le taux d'erreur est très faible. Il y a une épuration. Avant, quand on étalait, il y avait de la glaire, du sang, donc le cytologiste pouvait passer à côté de certaines cellules dysplasiques. Actuellement, la sensibilité, la spécificité du frottis en phase liquide est excellente, et ça coûte pas cher. Ça coûte, je crois, 300 dirhams le frottis. 300 dirhams tous les 3 ans, si on arrête le dépistage à 70 ans. Vous allez voir que ça coûte rien par rapport juste une conisation avec un risque de menace d'accouchement prématuré. Ça coûte des 1000 et des 100. Alors, pourquoi vacciner? On retombe toujours sur les mêmes questions. Pourquoi vacciner? Parce que, toujours pour le cancer du col chez la femme, il n'y a que le vaccin et le dépistage, il n'y a rien d'autre. Le dépistage au Maroc est préhistorique. J'espère que le vaccin va passer à une vitesse supplémentaire, même si si on instaure une couverture vaccinale de plus de 80% des enfants, des adolescents, je veux dire, actuellement, les effets vont se voir dans les années à venir. Ils ne vont pas se voir dans 2-3 ans, parce que celles qui sont infectées depuis 5 ans, elles ont pas, ou 10 ans, elles ne vont pas être vaccinées, donc elles n'auront pas le bénéfice de cette prévention par le vaccin. Et juste pour l'historique du vaccin, lorsque les compagnies ont commencé à penser à vaccin HPV, elles pensaient essentiellement le col. Et on n'avait pas assez de recul. Moi, je me rappelle quand je faisais mes études ou quand je commençais ma pratique, le HPV, c'était le col et les condylomes. Je ne savais que le HPV, je n'ai jamais su, je l'ai su beaucoup plus tard, que le larynx, c'était en partie le HPV, que l'amygdale, c'était vous savez que dans certaines unités d'oncogynécologie, on faisait beaucoup de laser. En Allemagne ou au Canada, c'est même reconnu comme maladie professionnelle pour les gynécos, les infirmières de salle d'opération, on faisait des lasers. Actuellement, c'est reconnu. La deuxième indication du vaccin, c'était les condylomes. On se disait, on va lui éviter un cancer du col, et par la même occasion, si on pouvait lui éviter des condylomes, ce serait bien. Et par la suite, ce qui est bien, c'est que dans les problèmes de santé publique, les chiffres parlent. Et c'est par la suite qu'on s'est dit, attendez, mais il n'y a pas que le col chez la femme, il y a l'anus, il y a le larynx, l'amygdale, il y a la verge, etc. Alors, 80% de la population est en contact ou a été en contact avec ce virus.
Et on sait, comme je vous l'ai dit au départ, il y a 70% qui vont cleaner leur virus au bout d'1 an, 90% au bout de 2 ans. Mais les 10% qui restent, ils vont faire quoi? Ben, soit ils vont progresser dans leur maladie, soit ils vont contaminer le reste. Donc il y a, même chez les gens qui ne vont pas, qui ne vont pas développer de cancer dans les 2 premières années, si ces gens sont actifs, ben, ils sont actifs sexuellement et donc contaminants potentiellement. Ce qui est intéressant à savoir également, c'est quand on parle de HPV, on parle toujours de relations sexuelles. Vous savez quel est le taux de pourcentage de HPV dans la bouche dans une population? C'est de 8%. C'est les chiffres qui ont été faits sur un prélèvement, sur un échantillon au hasard au centre anticancéreux à Nancy. Prélèvement de la bouche, HPV. 7 à 8% de la population générale, enfin, relative à cet échantillonnage. C'est énorme. Et c'est des contaminations de contact, ce n'est pas des fluides. Donc ça, j'insiste beaucoup. Alors, qui vacciner? Ça, c'était une... Donc, on est d'accord que la vaccination est liée à un problème de santé publique mondial, très fréquent, 80% d'une population potentiellement touchée. Mais au départ, on s'est toujours posé la question, qui vacciner? Et puis, notre erreur au départ, l'erreur de tout le monde, hein, c'est pas... L'erreur de tout le monde au départ, dans les années 2000, c'était de dire ben, on va vacciner les filles parce que ces filles ne doivent pas faire un cancer du col. Et cette réflexion qui nous a fait perdre beaucoup de temps, même l'OMS a fait l'erreur de dire il faut vacciner les filles parce que les filles ne doivent pas faire de cancer du col. Mais à aucun moment, les chiffres, à ce moment-là, on ne les avait pas. On ne savait pas qu'un tiers des cancers liés à l'HPV survenaient chez les hommes. Et pas uniquement. Il y avait la verge, il y avait les amygdales, il y a le larynx, il y a l'anus. Ça, c'est des cancers également qui touchent les hommes. Et un tiers de tous ces cancers, c'est des hommes. Chez l'homme, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas de frottis. Le cancer de la vulve, il n'y a pas de frottis. On fait un frottis du col, on ne fait pas de frottis de la... On peut avoir une dysplasie. Il y a des femmes qui vont avoir des dysplasies vulvaires qui vont évaluer sur 1, 2, 5, 10 ans. Et elle va te dire, oui, mais ça fait longtemps que j'ai ces petites lésions, de temps en temps ça démange, mais ça ne me dérange pas plus. Alors c'est un VIN3 qui va évoluer vers un carcinome invasif de la vulve, et généralement c'est au stade invasif qu'on va le diagnostiquer. Et les pratiques sexuelles changeant, donc il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles chez nous, mais tout le monde s'est rendu compte à partir des années, je vais dire, de 2008, parce que en 2007, je faisais partie d'un groupe qui formait les médecins de famille pour qui les sensibilisait. On ne parlait pas des hommes. On ne parlait pas de vacciner les garçons. Ça ne rentrait même pas dans notre protocole de vaccination. Et par la suite, dans les années 2010, déjà 2008, les gens commençaient à se poser des questions. Quand les chiffres ont commencé à sortir, et les chiffres, c'est ceux-là. Hein. Bon, je prends les 2 extrêmes. Le cancer du col, à gauche, ben, les femmes, le cancer du pénis. Mais regardez ce cancer du larynx, cancer de l'anus, cavité orale, langue, amygdale, larynx, ici c'est l'oropharynx, et vulve et vagin. C'est énorme quand on voit des chiffres sur une population de centaines de milliers de cas, on se rend compte que c'est des choses le seul qu'on puisse dépister en dehors du vaccin, c'est celui-là. Le reste, ils ne sont pas dépistables. On peut les prévenir par un vaccin, mais on ne peut pas les dépister en dehors de celui-là. Alors, à partir de 2008-2010, on s'est dit, bon, il faut commencer à vacciner les garçons parce qu'un garçon contaminé, non vacciné, va continuer à contaminer les autres. Ce qui est le schéma classique que je vais passer tout à l'heure, que tous les pédiatres connaissent, de contaminants, vaccinés, contaminants, etc. Alors, qui vacciner à partir de quel âge? Alors, tous les protocoles qu'on a vus, que tout le monde connaît, on parlait au départ de l'âge de 12 ans. Il y a eu les Australiens, les Canadiens, il y a eu la Nouvelle-Zélande qui a sorti également des trucs. Et puis, il y a eu des faits qui ont fait pencher la balance vers un âge ou un autre et qui ont fait décider que c'est comme ça. Alors, l'efficacité maximale d'un vaccin, c'est avant la première relation sexuelle. Une fois que l'adolescente a commencé à avoir des relations, elle est potentiellement infectée, elle fait partie des 80%, donc l'efficacité ne va pas être aussi importante que celle d'une fille qui n'a jamais eu de relation sexuelle.
60% des infections HPV se font sur les 5 premières années de vie sexuelle. Donc, si on laisse une fille ou un garçon débuter sa vie sexuelle sans le vacciner, on baisse énormément, donc de 60% quasiment, au bout de 5 ans, l'efficacité de ce vaccin. Je rappelle juste une chose, c'est que si on vaccine pour le 16 ou le 18, on protège contre le 16 et le 18. On ne protège pas contre le 33, le 35, le 52, etc. Ça, c'est des questions qu'on doit se poser, qu'on doit poser au laboratoire, parce qu'il y a des questions qui n'ont pas de réponse jusqu'à présent. Et avec le premier recul sur l'efficacité, c'était avec un recul de 5 ans, les premières cohortes, c'était des cohortes californiennes, on voyait qu'au bout de 5 ans, lorsqu'on retestait le HPV chez les gens vaccinés et non vaccinés, la majorité d'efficacité était dans les 5 premières années également. Elle était supérieure à l'immunité, c'est-à-dire que dans 2 groupes, ceux qui étaient vaccinés clinaient plus vite le virus que ceux qui n'étaient pas vaccinés. Et lorsqu'on reparle, j'insiste beaucoup sur ces 80% de la population, c'est le 3e ou 4e fois que je le dis, mais il faut dire que sur les 80% de la population, la moitié, ce sont des hommes. Donc, vacciner juste des femmes, c'est amputer 50% de la population d'une prévention qui est efficace. Alors, le schéma dont je parlais tout à l'heure, tous les pédiatres le connaissent, mais on peut le transposer également au HPV. On est vacciné, on n'est pas vacciné. On est vacciné, on contamine beaucoup moins, on peut contaminer parce que le vaccin ne touche pas tous les oncogènes et ne touche pas les 200 types de virus HPV, mais au moins, quand on est vacciné sur un tétravalent ou un pentavalent, 4 ou 9 sérotypes, ben on a beaucoup moins de risque de contaminer son partenaire sexuel que si on n'était pas vacciné. Et de par là même, une fois qu'il est contaminé, lui va contaminer ou elle va contaminer d'autres personnes non vaccinées. Je reviens brièvement sur l'historique des vaccins, parce que ça a commencé dans les années 90 par un monovalent, c'était le 16, qui a fait son efficacité était claire, je vais en parler tout à l'heure. En 2006 est sorti le 16 et le 18, puis très rapidement le 6, le 11, le 16 et le 18, qui couvraient quand même les plus méchants. Mais notre erreur, tout le monde le reconnaît maintenant, c'est dire, ben écoute, ça va être uniquement les filles. Et ce, jusqu'en 2014 quasiment. Et au départ, on a démarré avec 3 doses, M0, M2 et M6. Puis après, on s'est dit, si on les vaccinait après 11 ans, elles n'ont pas encore débuté leur vie sexuelle, mais leur réponse immunitaire était meilleure que celle avant 11 ans, parce qu'il y avait des pays qui commençaient à vacciner à 9 ans. Et par la suite, on va se rappeler de cette phrase qui est importante. Et puis après, on s'est dit, sur les dosages d'anticorps et le taux de la prévalence des infections HPV, on s'est rendu compte que donner 2 doses ou 3, c'était la même chose. Donc déjà, on gagne une dose. À partir de 2014, on ne vaccine plus 3 fois, mais on vaccine 2 fois. Et puis, on va parler des recommandations de l'OMS de avril 2022. Ça va changer encore beaucoup de choses. Alors, en 2014, parce que la santé, par exemple, au Canada, est provinciale, n'est pas étatique. Donc, il y avait déjà des provinces, la Colombie-Britannique, qui étaient très agressives sur le vaccin et qui a dit, ben, moi, je vais commencer à vacciner mes garçons parce que c'est la moitié de mon échantillon de population. Je ne peux pas le laisser de côté, on va y aller. Et en fait, ils ont limité les garçons jusqu'à 26 ans. Ça, c'est une question très importante, surtout au Maroc. Je pense que la médecine est très liée au contexte social du pays ou de la région, ce que tu veux. On va en reparler. Parce que pourquoi 26 ans, ça n'a aucun sens. C'est des comités d'experts. Je vous rappelle que le comité d'experts, c'est le niveau de preuve le plus bas, quand c'était les NP5. Et qu'il y a des choses qui sont en train de changer par rapport à la conception. Un garçon ou une fille qui, à 28 ans, n'a pas de relation sexuelle, pourquoi ne pas le vacciner? Qu'est-ce qui, sur le plan physiologique ou physiopathologique, nous interdit de vacciner un gamin ou un garçon de 25 ou 26 ans ou 27 ans qui n'a pas eu de vie sexuelle auparavant? On peut faire le même raisonnement pour les filles. Je pense que tout le monde est dans le même... Alors, pour l'efficacité, je reviens pour l'efficacité. Pendant les premières années, quand on faisait la formation aux médecins de famille, on nous avait donné un CD où c'était les données de laboratoire, c'est les premières études ont été faites au Brésil, en Amazonie, et non pas au Canada. Je me pose la question pourquoi. Et on n'avait pas d'études contrôlées, on n'avait pas de trucs particuliers. Puis,
À partir de 2014, 2016, 2018, Cochrane a sorti beaucoup, 26 essais. Et là, on a pu avoir des études d'impact sur la vraie vie, quoi. Donc les vrais chiffres et les vraies implications de tous les jours. Comme je le disais tout à l'heure, quand ils ont commencé avec le monovalent, l'efficacité était démontrée d'emblée. Ils avaient des populations dans des régions reculées où ils ont pu cadrer des cohortes de jeunes et, par exemple, des suivis j'ai pris cet exemple qui était pertinent, 16 à 23 ans, tout actifs sexuellement, et après 17 mois, il n'y avait aucun HPV persistant. Donc, on avait une efficacité vraiment démontrée d'emblée. Mais le 16, lui seul, n'arrange pas beaucoup les choses parce qu'il n'est pas seul oncogène, donc il y en avait d'autres. Et donc les laboratoires ont commencé à sortir d'eux. Ils ont sorti le bivalent, le 16-18, le tétravalent appareil, et puis le non-avalent, on va en reparler tout à l'heure. Et Cochrane, en 2018, a sorti une des plus grosses méta-analyses, où il y avait 26 essais cliniques. Et juste si on prend juste le CIN2, pourquoi ils ont pris le CIN2? Parce qu'il est à cheval entre le CIN1 qu'on ne va pas traiter et qui va régresser dans la majorité des cas, et le CIN3 qui est la porte à la micro-invasion puis l'invasion du carcinome. Et en fait, la réduction est passée de 164 sur 10 000 à 2 sur 10 000. Le chiffre, on n'a même pas besoin d'études statistiques pour voir que c'est plus qu'efficace, c'est extrêmement efficace. Puis c'est des données de Cochrane, pour ceux qui s'amusent d'aller voir un peu les courbes, allez-y, mais ça va beaucoup. Alors, il y a un tableau qui a été repris par beaucoup d'instituts. Moi, je l'ai pris sur une donnée de l'Institut national du cancer en France. Les Américains ont sorti la même chose, les Australiens avant eux. C'est ce tableau-là. Et ce tableau-là est extrêmement, extrêmement parlant. Le Cervarix ou le Gardasil, il y a deux bivalents. C'était le Cervarix et le Gardasil. Ils ont sorti le 16 et le 18, qui sont très intéressants. Très intéressants parce que c'est les plus méchants au niveau du col. C'est 80% des cancers du col. Et regardez la réduction que ça fait entre... ça, c'est HSIL, c'est haut grade. C'est un CIN3. Entre le bivalent et le non-avalent. Le 9, pentavalent, pardon, pas le 9, mais le pentavalent, entre 47 et 81% de réduction des hauts grades. Je vous rappelle que les hauts grades évoluent dans une très grande partie, à 80%, vers un cancer invasif. L'évolution entre 2, 4 sérotypes et 9 sérotypes, statistiquement significatif. Regardez la différence entre le 16 et le 18, ils n'interviennent pas dans les condylomes. Donc, zéro efficacité sur les condylomes, parce que ce n'est pas le virus du condylome, le 16-18, c'est le 1 et le 11. Mais, puisqu'il y a le 11 ici et le 11 ici, regardez la réduction des condylomes, 90%. Les autres, il y a un changement énorme également, de 70 à 90% pour le cancer, parce que c'est le 16 et le 18 qui prennent 80%. Ce qui a permis cette avancée de 70 à 90, c'est de rajouter les autres qui n'étaient pas là, en fait, et qui couvrent 20% des cancers qui ne sont pas liés au 16 et au 18. Les autres, il n'y a pas un grand changement, parce que soit c'est le 16 et le 18, soit c'est d'autres vaccins oncogènes qui ne sont pas encore inclus dans le vaccin. Il y en a 15, et tout le monde se pose la question, c'est des protéines L1 de chaque sérotype. Pourquoi les laboratoires n'ont pas sorti un vaccin avec 15 sérotypes? Ils ont sorti 1, puis 2, puis 4, puis 9. Et c'est comme au poker, on sort un peu les cartes globalement ou les séries de voitures, et tout le monde se pose la question, parce que techniquement c'est faisable. Quand on pose la question aux virologues, ils te disent, si dans la même ampoule on peut mettre 9, on peut mettre 15 vaccins, 15 protéines L1 dosées, de la même dosage, et on aura les 15 oncogènes du HPV couverts par le même vaccin. On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse parce que on n'est pas dans la tête des responsables marketing des laboratoires. L'efficacité également, on peut parler du Lancet, on peut parler de toutes les données. Sur les CIN2 et 3, l'efficacité 98 et 99%, c'est énorme. Ça veut dire que ces femmes-là, à qui on aurait dû mettre des conisations ou des lasers, on les laisse tranquilles, elles ne vont pas faire de cancer, elles ne vont pas faire de dysplasie de haut grade. Alors, quel vaccin? On revient toujours un peu en arrière, parce que entre le monovalent, qui n'est plus commercialisé depuis X temps, le Cervarix, qui est toujours là, mais
on l'utilise de moins en moins. Le garde d'asile, celui-là, on le trouve au Maroc, mais je lisais hier sur un site français qui va être retiré de la commercialisation en France et ils ne vont garder que le 9. Et ce qui est logique en fait. Pourquoi garder 4 quand on peut mettre 9 dans un vaccin? Mais quid des 15 HPV dans le même vaccin? On n'a aucune réponse des labos. Alors, les recommandations, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils ont vraiment performé. Le Royaume-Uni, le Canada, ça a été vraiment les pays qui ont été les plus pragmatiques, les plus percutants au niveau et du dépistage et au niveau de la vaccination. Tu sais, au Canada, les femmes reçoivent une lettre du gouvernement, madame, vous n'avez pas fait votre frottis depuis plus de 3 ans, oui, c'est gratuit, comme pour la prévention du cancer du côlon, comme les gens reçoivent des lettres disant, ben, il faut vous déplacer à tel endroit pour vous faire vacciner ou prélever, etc. Alors, les recommandations, comment vacciner? Donc maintenant, c'est clair et net. Il y a le CDC qui a sorti ses recommandations qui sont très claires. 11 à 12 ans, on commence, filles et garçons. Donc le truc de dire que des filles, on l'oublie. Et on a sorti, donc on n'est plus à 3 doses. Les 3 doses, on les laisse pour des vaccinations tardives ou chez les immunodéprimés. Mais actuellement, c'est 2 doses, M0 à M6. On peut aller jusqu'à 12 mois après la première dose. Et certaines provinces ou certains pays commencent à 9 ans. Je n'ai pas la prétention de dire est-ce que c'est bon ou pas bon, mais je pense que 11-12 ans, c'est un bon âge pour commencer les vaccinations. En France, l'HAS, c'est filles et garçons de 11 à 14 ans, 2 doses, donc plus personne ne parle de 3 doses, sauf après les 15 à 19 ans, 15 à 19 ans, 3 doses, et c'est M0, M2 et M6. Ça, c'est les recommandations françaises. Et alors, en Nouvelle-Zélande, la même chose, tout le monde est resté sur... Je prends la Nouvelle-Zélande parce que vraiment, ils ont été... Si vous allez lire sur le site du ministère de la Santé publique de ce pays-là, vous allez voir que l'information, la rigueur des analyses est extrêmement pertinente. Et en fait, 2 doses, pour eux, c'est largement suffisant. Ils ont abandonné 3 doses depuis longtemps, sauf chez ce qu'ils appellent les âgés, les 15-26 ans. Et ils mettent une autre dose pour ceux qui n'ont pas eu... par exemple, pour ceux qui ont eu le vaccin A4 sérotype, il propose une 3e dose de rappel avec un pentavalent, avec le 9. Donc pour équilibrer et compenser les vaccins qui n'ont pas été, les sérotypes qui n'ont pas été couverts. Santé Canada, c'est la même chose, 9 à 14 ans, 2 doses. Après 15 ans, c'est 3 doses. Mais si vous voulez revoir un peu le pourquoi de 15-16 ans, 3 doses, il n'y a pas, c'est des recommandations d'experts. Il n'y a pas de données probantes sur le plan longitudinal disant à 16 ans, il y a 3 vaccins seront plus efficaces que 2. Les immunodéprimés, tout le monde est d'accord, même si le niveau de preuve est bas. L'Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, c'est la même chose. L'OMS, par contre, est sorti en avril 2022 avec un truc qui a fait penser beaucoup de gens. L'OMS te dit, écoute, le vaccin, il faut l'utiliser, mais une seule dose suffit. Et quand tu vas lire dans les conclusions ou les recommandations du groupe d'experts de l'OMS, ils te disent une dose a démontré une efficacité aussi importante que celle de 2 doses. Mais quand ils vont dans les recommandations, ils te disent ils utilisent un des 2 schémas de vaccination, 1 ou 2 doses pour les filles âgées de 9 à 14 ans, un schéma 1 ou 2 doses pour les de 15 à 20 ans. Donc même l'OMS, en avril 2002, a commencé à faire sauter cette carte de 3 doses à partir de 15 ans en disant une est déjà efficace, parce que l'OMS ne pense pas comme un pays. L'OMS pense global. La Colombie-Britannique, elle va penser à sa province. La Nouvelle-Zélande, elle va penser à sa population. L'OMS est plus large. Et l'OMS, je pense que l'arrière-pensée de l'OMS est de dire au moins, si une dose est valable, faites-la au moins une dose. Si vous n'êtes pas capable de faire 2 doses, restez à 1 dose, mais faites 1 dose. Vaccinez. 2 doses avec un intervalle de 6 mois pour les femmes âgées de 21 ans et plus. Au départ, j'y pensais pas, honnêtement, en consultation de tous les jours, parce qu'au Maroc, on voit de temps en temps venir en consultation des femmes qui sont nouvellement mariées parce qu'elles veulent tomber enceintes.
Et c'est des femmes qui ont 28 ans, 30 ans. On leur pose la question, madame, vous avez commencé votre vie sexuelle quand? Et bien, elle te dit, il y a 2 mois, je me suis mariée il y a 2 mois. Pourquoi priver une fille de 28 ans ou de 30 ans qui vient de commencer sa vie sexuelle? Elle a épousé quelqu'un qui a 2 ans, 3 ans, 10 ans de plus qu'elle, donc probablement qui a connu d'autres partenaires avec elle, qui a probablement appartenu au groupe des 80% qui ont été en contact avec l'HPV. Pourquoi cette femme de 30 ans, on ne la vaccinerait pas avec au moins une dose? Ça, c'est une question que je pose, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Et puis si on fait une bibliographie en faisant ça, on ne trouve pas de réponse parce que ça n'a jamais été posé. Mais probablement, sur le plan éthique, c'est logique de penser à une femme qui est récemment mariée ou qui va se marier. Elle te dit, ben, je viens de voir parce que je vais me marier dans 1 mois, je vais prendre la pilule parce que je ne veux pas tomber enceinte tout de suite. Je pense qu'il est légitime de lui parler. Il n'y a aucune contre-indication sur le plan physiopathologique, sur l'âge de vaccination. Je ne sais pas si c'est ce qu'en penseront les pédiatres. On verra ça à la discussion tout à l'heure. Alors, l'OMS avait été sorti également un peu en biais en disant au départ, les filles, vacciner surtout les filles. Parce que l'OMS a toujours pensé à un rapport qualité-prix, j'appelle ça comme ça, et non pas en disant, ben, c'est un truc global, il faut vacciner, parce que l'OMS pense à des pays pauvres, pense à des pays riches, et il faut qu'elle trouve une recommandation qui arrange tout le monde. Et en fait, ils ont changé d'avis par la suite quand tout le monde a commencé à vraiment se dire non, il faut vacciner les garçons parce que c'est la moitié de la population et c'est des vecteurs qui vont persister, qui vont rester actifs dans la population. Et c'est là où ils ont commencé à changer de recommandations. Alors, action rapide, action lente. Est-ce que le vaccin est efficace pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans? Actuellement, il doit y avoir quelque chose dans le monde comme 65 millions de gens vaccinés. On a un recul de 15 ans. Et jusqu'à présent, quand on voit les chiffres de Nouvelle-Zélande, de Canada, d'Australie, il n'y a pas de baisse de l'efficacité qui va être corrélée avec une augmentation du nombre de cancers ou du col, ou du vagin, ou du pénis, ou de l'anus, ou ce que tu veux. Donc, la baisse est toujours en cours. En Australie, la baisse ne peut pas baisser plus parce qu'ils sont vraiment au ras du zéro. Ils frôlent le zéro. Je ne pense pas qu'ils puissent le rendre nul, mais ils sont très bas. Et en 15 ans, il n'y a pas eu de remontée de cette courbe. Bien sûr, les surveillances épidémiologiques sont toujours en cours. Alors, il y a une question qui est amusante. J'ai mis la réponse que j'ai trouvée sur la bibliographie. À partir de quand un vaccin est efficace? Quand on vaccine une fille de 15 ans, on sait qu'elle a un petit copain, puis qu'elle va peut-être passer à l'acte. On se dit, ben, on va le faire vite, mais au bout de combien de temps elle va être protégée? On parle d'un mois après la 2e dose. Mais avec les données de l'OMS qui te disent une dose est suffisante, le délai d'action d'un virus, à part doser les anticorps, on peut pas. C'est pas valable de doser uniquement les anticorps. Il faut voir à plus longue échéance quel est dans une population, dans une cohorte donnée, population quelconque, quel est le taux d'infection ou de dysplasie, par exemple, après une vaccination. Ça n'a pas été fait. Et si ça a été fait, c'est tellement... On va faire quoi? On ne peut pas faire de prélèvement de l'anus, de l'oropharynx, de l'amygdale, du larynx, pour dire vraiment elle est infectée en bas, elle est infectée en haut. Donc la durée, ça vraiment j'ai mis point d'interrogation parce que ce n'est pas du tout clair. Si on met sur Medline, sur Google, sur ce que tu veux, sur Cochrane, sur les sites il n'y a aucun article clair qui va te dire tel vaccin est vraiment efficace à partir de telle durée après la vaccination. Alors, les administrations concomitantes, ça c'est la pédiatrie, je m'en mêle pas trop, mais si on va sur le site des pays qui ont 20 ans d'avance sur nous, il n'y a aucune contre-indication à donner le HPV en même temps que les autres, hépatite B, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. Il n'y a pas d'interférence sur l'efficacité sur la réponse. Les effets indésirables, 60 millions de... Ça, c'est des données d'il y a 1 an. En 1 an, je pense qu'il y a eu plus que 5 millions de vaccinés. C'est les effets indésirables habituels, douleurs. Alors, c'est tout ce qui est réaction anaphylactique, 7 sur 60 millions, c'est vraiment très bas.
3 syndromes de Guillain-Barré, est-ce que c'est lié ou pas? Probablement. 4 cas de leucémie, cause à effet, enfin, c'est pas sûr que ce soit lié. Et un cas d'hypersomnie, est-ce que c'est lié ou pas? J'en sais rien. Alors, en conclusion, parce que ça fait... En conclusion, donc, c'est un vaccin efficace, mais chose importante, on n'exclut pas le dépistage. Le message qu'il faut faire passer aux jeunes, surtout vous pédiatres, quand vous avez une gamine de 13 ans, 14 ans devant vous, vous ne pouvez pas lui dire vous allez vous faire vacciner, on va vous faire vacciner. C'est l'erreur que moi j'ai faite, que tout le monde a faite. On va vous donner un vaccin contre le cancer du col. Alors, elle prend la pilule, elle est vaccinée contre l'hépatite B, elle n'a plus peur du cancer du col, donc préservatif et tout, ça saute. Ce qu'il faut leur dire, c'est que c'est un vaccin qui va les protéger contre une série de pathologies, les condylomes. On va parler sur les fiches qu'on peut donner aux parents. Le cancer du col, il faut parler du cancer du pénis chez le garçon, il faut parler du cancer de l'anus chez le garçon et chez la fille, il faut parler de tous ces types de cancers et dire c'est très efficace, mais lui seul, sans dépistage, je ne peux pas dire ne vaut rien, mais sans dépistage, ce n'est pas le top. Il faut vacciner et dépister. Nous ne sommes pas dans un pays où on peut se permettre de dire c'est 80% de la population est vaccinée, donc le portage est faible et donc vous avez moins de... Non, on est dans un pays où le portage est très important, où le dépistage est quasi inexistant, la vaccination est très faible, etc. Donc, quand vous expliquez ça aux patientes ou aux jeunes, le vaccin et la prévention et le frottis. Vacciner, bien sûr, avant la première relation sexuelle, parce qu'il y a une perte de chance. Le vaccin ne guérit pas les lésions déjà existantes, hein, ça c'est clair et net. Vacciner les garçons et les filles, on en a parlé plusieurs fois. Et au Maroc, je suis de ceux qui pensent que le dépistage a sa place, peut-être plus que le vaccin, parce que on voit encore des femmes de 50 ans venir avec des carcinomes du col stade 4, où la vessie, le rectum est envahi. C'est des femmes qui habitent à 20 km de Rabat. Parfois, c'est des femmes qui habitent à 10 km d'un hôpital, qui n'ont jamais eu de frottis, qui ont le moyen de se payer un frottis, qui n'ont jamais eu l'information concernant le frottis. Il y a des femmes qui ont accouché 3 fois et n'ont jamais eu de frottis. Donc, vraiment, le problème est un problème social et pire que ça, à mon avis. Alors, les questions qui restent un peu sans réponse, c'est quid des oncommutations. Est-ce que, je donne un exemple, le 23, qui n'est pas oncogène, est-ce que dans 5 ans, il ne va pas muter en oncogène? Ça, je ne sais pas, personne ne le sait. C'est des surveillances de virologie qui vont nous le dire. La durée d'efficacité, est-ce qu'il faut faire un rappel au bout de 20 ans? Je n'en sais rien, parce que les études ont commencé en 2006. Peut-être en 2026, il y aura des données qu'actuellement, nous n'avons pas. Et pourquoi il n'y a pas de vaccin à 15 virus oncogènes? Il faut poser la question au laboratoire. J'insiste beaucoup sur l'information et l'information qu'on donne aux gens. Les 2 sites dont je vous ai parlé, c'est des sites que moi je donne aux gens, je donne aux parents qui viennent avec leurs enfants pour leur dire écoutez, allez voir un peu. J'ai remarqué que les parents, quand ils revenaient, ils étaient très gênés quand ils allaient voir masexualité.ca parce que c'est un site où on parle de tout. Ça a été fait au Canada par les Canadiens, pour les Canadiens. Et en fait, ils parlent de tout. Ils parlent d'infection, ils parlent de contraception, ils parlent de pratiques sexuelles, ils parlent d'homosexualité, ils parlent de tout. Et en fait, certains parents, d'après ma petite expérience, ont l'impression que c'est des informations un peu trop importantes à donner à leurs enfants. Alors que les enfants, parfois, ils ont des informations que les parents n'ont pas. Et il y a deux fiches sur lesquelles on peut se baser. Il y a celle-là que j'ai trouvée sympa, sur le cancer du col, sur le dépistage pour les femmes jeunes à partir de 25 ans. Je vous rappelle juste une chose, c'est que le dépistage, actuellement, il y a ce qu'on appelle les critères de Bethesda. Le dépistage du cancer du col commence 5 ans après la première relation sexuelle. Ça ne sert à rien de faire un frottis 1 an, 2 ans, 3 ans après parce que la dysplasie ne commencera pas, on ne trouvera pas de dysplasie. Ce qui serait intéressant à faire, c'est un test HPV si on en a besoin. Et la deuxième information, la deuxième
pamphlet, le deuxième pamphlet qu'on peut remettre aux gens, c'est ce pamphlet qui est, moi je le trouve un peu chargé, mais il y a beaucoup d'informations. C'est-à-dire, il y a l'information sur comment protéger le cancer, sur la vaccination, sur beaucoup de choses. Je pense qu'au Maroc, la PELIP, ou les sociétés de pédiatrie et de gynécologie doivent mettre absolument comme ce que vous avez fait avec le dépistage, je pense qu'il y a des choses qu'il faut distribuer chez tout le monde, hein, chez les dermatos, les gynécos, les pédiatres, pour que les gens lisent, sachent qu'il y a un vaccin pour leurs enfants, etc. Parce que pour passer de... Je ne sais pas quelle est la couverture vaccinale au Maroc, elle doit être quasi nulle. Pour passer de quasi nul à 80% de la population, personnellement, je pense qu'au Maroc, ça va nous prendre, je sais pas, 20 ans. Et dans ces 20 ans, sauf si, Khalid, sauf si, ils le mettent en scolaire. Non, c'est fait, on va en parler, mais est-ce que c'est scolaire, Khalid? Est-ce que c'est scolaire? Est-ce que c'est fait? C'est actif? Est-ce que c'est dans toutes les écoles, partout au Maroc? Normalement, c'est à partir du début octobre. Début octobre. Voilà. Ouais. Donc, est-ce qu'ils vont mettre filles, garçons? Et puis, ici, c'est très simple. Quand ils partent pour vacciner filles, a priori. Filles, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est, à mon avis, c'est une grosse problème. C'est une grosse problématique. Filles et rien, on va filles. Ben, tu vois, c'est ce que disait l'OMS, Khalid, c'est ce que disait l'OMS en 2002-2004. Et ils se sont réveillés par la suite. C'était ma dernière diapositive. Merci, cher ami, clair, précis. On a tous peur, hein, tu nous as stressés. On a les pédiatres, on n'a pas l'habitude. Donc, effectivement, moi j'ai une question. Quel est l'âge, on va dire, habituel ou l'âge moyen d'avoir un cancer du col de l'utérus? Écoute, généralement, c'est vers la cinquantaine. Mais, Combien? Cinquantaine. Donc là, Donc là, on a des enfants qu'on a vaccinés, on va dire, jusqu'à 20 ans. Donc l'âge des enfants qu'on a vaccinés ou des ados qu'on a vaccinés à 20 ans, ils ont au maximum, je dis bien au maximum, 35 ans. Le reste est à venir. Les conclusions sont un peu difficiles à... C'est difficile. On peut parler du portage, on peut parler des choses, on peut parler de l'élimination de l'HPV, mais pour les vrais cancers, pour le moment, c'est ce que je on est loin de la moyenne de la survenue de cancer. Donc, bon, c'est juste une parenthèse. Sur les études qui ont été faites, quand tu regardes le tableau où tu montres le pourcentage de diminution des cancers, je suppose qu'ils ont pris les populations vaccinées, donc ils ont étudié les moins de 50 ans. Et tu as quand même de l'efficacité. Le tableau qui a été mis, oui, mais tu as quand même des pourcentages. Il y a juste une chose importante à dire, c'est que c'est des pays où tout est noté. Ils ont des registres de cancer qui sont extrêmement bien tenus. On ne peut pas avoir un cancer du col ou décéder d'un cancer du col sans que ça soit répertorié en Australie ou au Canada. Ça n'existe pas. Donc ils ont les vrais chiffres et ils ont les vraies prévalences. Nous, on n'a pas ça. On a un gros problème. Il y a des femmes qui vont mourir d'une hydronéphrose sur un cancer obstructif, d'une insuffisance rénale, ils vont dire tu vois, exactement. Et en fait, on n'a pas la problématique. Je pense que quand on parle de vaccin, les gens disent il faut vacciner, il faut vacciner. Moi, je pense qu'il faut vacciner. Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on est dans un pays où la prévalence est tellement importante que si on commence à vacciner à Khalid, l'argamanu aujourd'hui, les résultats, on les aura dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on va dire aux femmes qui ont 20 ans actuellement, ou 15 ans, qui ne seront pas vaccinées parce qu'elles n'appartiennent pas à un maquillage ou elles ne sont pas dans un milieu, et qu'on va rattraper encore dans 20-30 ans avec des cancers du col, ou des jeunes garçons avec des cancers du pénis, de l'anus, des cancers du lard, etc. Pour moi, en fait, vacciner une partie de la population et ne pas vacciner et ne rien faire, moi, je préfère quand même qu'il y ait une partie de la population qui va être vaccinée. La seule chose, moi, je pose la question au laboratoire, c'est du 4 que vous allez... qui sera... C'est pour les filles, vous confirmez, Yak? C'est pour les deux. Filles et garçons. Ben, c'est très bien. Ça va être dans quelle école? Excusez-moi, je pose la question. Si vous voulez, à Milan, notre marketing, pour mettre pour vous donner une information un peu médicale.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vraiment, encore une fois, merci à tous d'être venus. Merci à la PELIP, merci à Dr Mdoun pour l'excellente intervention. Du coup, c'était juste pour clarifier par rapport au garde d'asile 4, au garde d'asile 9 et les petites questions que vous devez sûrement vous poser. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le vaccin bivalent, il protège plus de 75% des cancers qui sont liés à tout ce qu'on a vu. Et le quadrivalent, il protège de plus de 90% tous ces cancers-là. Du coup, en termes d'efficacité, on est déjà très bien. L'OMS, aujourd'hui, elle vient recommander le bivalent. Donc le quadrivalent, on est déjà à la vitesse supérieure. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, pour clarifier la situation du fait que la France elle a pu retirer le garde d'asile 4 et laisser que le garde d'asile 9, ça c'est une question purement de supply chain. C'est une question de commande de produits et de comment rationaliser son portefeuille. Ça n'a rien à voir avec la safety du produit. Aujourd'hui, le produit garde d'asile 4 est excellent en termes de safety. Il n'y a aucun doute dessus. Et encore une fois, si aujourd'hui, au Maroc, on a le garde d'asile 4 et pas le garde d'asile 9 comparé à d'autres pays, c'est qu'en termes de maturité du marché, aujourd'hui, le produit garde d'asile 4 est beaucoup plus adapté à un pays qui est socialement et économiquement relativement faible par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, on a un produit qui coûte un peu plus de 700 dirhams comparé à un garde d'asile 9 qui coûte beaucoup plus cher. Donc déjà, protéger nos enfants et protéger la population avec un produit qui est relativement abordable comparé à un garde d'asile 9, c'est déjà très bien. Donc vraiment, si on arrive à protéger nos enfants avec un garde d'asile 4, on est déjà très très bien. Et encore une fois, pour rappel, les 3 piliers pour éradiquer la maladie ou pour la freiner au maximum, c'est la vaccination, comme vous l'avez dit, docteur, le dépistage, très important, et le traitement au final. Merci beaucoup. Alors, la régie, il faudra mettre la diapo. Voilà, s'il vous plaît. Alors, pour répondre à... Donc les chiffres ne sont pas les mêmes parce que là, on voit au niveau garde d'asile, au niveau du cancer, le 4 il est 71% et le 9 il est 90%. Hein. C'est énorme. Il faudra remettre la diapo. Et ça, c'est des sources qui sont officielles, c'est pas des sources. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien avoir un éclaircissement parce que vous avez parlé de 90% pour le 4. De plus de 90%. Ça, c'est une source que je vais partager avec vous. C'est quelque chose que l'on a en étude à notre niveau et que je vais partager avec vous, docteur, et que vous pouvez par la suite partager avec tous les médecins aujourd'hui présents. Mais c'est vraiment quelque chose que l'on a. Je n'ai pas la source là actuellement, mais on peut la partager avec vous dans la semaine sans souci et je vous garantis cette information. On fera la diffusion sans problème. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a reçu une petite question par rapport aux écoles et à la campagne de vaccination. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on sait, c'est que le programme d'NIP, donc le National Immunization Program, qui est organisé par l'État, commence très très bientôt. C'est prévu pour octobre. Et du coup, on vous invite à suivre les infos. Il y a déjà des articles qui ont commencé à tomber dessus. Et on aura les détails très vite par la suite. Juste une question. Le vaccin qui est commercialisé et administré au Maroc, il est fabriqué où? Dans quel pays? Il est fabriqué en Europe et je vais vous donner le pays exact. D'accord. Parce que j'ai pas fait une étude, c'est pas le but du jeu. J'ai pas fait j'aurais dû voir quels sont les pays d'Europe qui vaccinent avec le 9 ou le 4. Alors, quand j'ai parlé à mes collègues, quasiment tout le monde vaccine avec le 9 actuellement, ce qui est logique. Et tout le monde aimerait vacciner avec le 15, s'il existait. Et en fait, quand on parle de vaccins sur une population de 200 personnes, ça ne paraît pas beaucoup. Quand on parle des 3500 nouveaux cancers du col au Maroc, si on fait une extrapolation, on peut faire l'extrapolation mathématiquement, c'est faisable. Hein, on peut la faire. Moi, ce que je vois sur les données, que ce soit de l'Institut national du cancer en France, que ce soit le CDC, etc., il y a environ 15 et 20% de baisse, comme le montre ce tableau. Peut-être que vous avez un tableau différent, on aimerait bien le voir, mais sur l'échelle d'un pays ou d'un continent, c'est énorme, 15%. C'est énorme. Et moi, personnellement, si j'étais en mesure de me faire vacciner, je prendrais le 9, je ne prendrais pas le 4, parce qu'il y a déjà une possibilité de
contrer certains virus oncogènes, je peux avoir le 52. Le 52 n'est pas couvert par le 4. Pourquoi je vais être vacciné, mais je ne vais pas être efficace? Alors que, par exemple, des prélèvements sur Dakhla et Marrakech, ils ont montré le 52. Et ces prélèvements, tu ne peux pas dire à une fille ou à un jeune garçon, on va te vacciner, mais si tu tombes sur le 52, Allah ghalb. Alors que, peut-être en payant plus, parce que à l'échelle d'un pays, je pense que 700 dirhams versus 1000 dirhams, à l'échelle d'un pays, ça se calcule. C'est quand même le double. Et vous savez, personnellement, tu sais, on va revoir l'histoire. On veut revenir à l'historique du vaccin. Tu sais, en 2006, la discussion qu'il y avait au Canada, qui est un pays sur le plan médical très sérieux, une des options, parce qu'ils avaient fait le calcul, c'était 440 millions de dollars annuels de vaccins. C'est énorme. Bien sûr. 440 millions de dollars annuellement investis dans les vaccins. Et ils se sont, parce qu'il y avait 3 doses à ce niveau-là, il fallait vacciner tous les adolescents. Et une des questions qui s'était posée en comité, dire, nous sommes dans un pays où toutes les femmes peuvent avoir un vaccin, elles peuvent avoir un frottis vaginal, frottis cervical aux 3 ans, gratuit, et qui coûtera 3 fois moins cher que le vaccin qu'on va imposer. La réponse était une réponse d'éthique, dire, ben non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas obliger les gens à faire un frottis s'ils ne le veulent pas. Et deuxièmement, on ne peut pas dire à une femme, on va te faire un prélèvement pour le cancer du col, mais on va oublier le cancer de la vulve, du vagin, du larynx, de l'amygdale, etc. Et c'est pour ça qu'au départ, quand on se posait des questions, le vaccin efficace, pas efficace. Je vous rappelle, j'ai encore votre DVD, le DVD que nous avait remis le labo en 2006-2007. C'était un très beau DVD sur le plan méthodologique, etc. Mais il y avait des questions qui n'avaient pas de réponse. Ce n'est pas à vous que je vais dire que les premières études ont été faites en Amazonie au Brésil et non pas à Toronto ou à Londres. Tu vois ? Et on avait des données qui nous manquaient. Ces données ont été largement corroborées par la suite, puis tout le monde est d'accord que c'est un vaccin efficace. Mais moi, je ne peux pas rentrer dans le marketing, ce n'est pas mon travail. Et je suis incompétent dans ce domaine-là. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que si j'ai un vaccin avec 9 sérotypes qui me protègent ou qui protégeront mes proches, je préfère l'administrer lui, même s'il me coûte un peu plus cher, parce que je sais que c'est un investissement de départ et que plus tard, il me coûtera moins cher. Exactement. Parce que faire une conisation à une fille de 25 ans qui va accoucher prématurément, docteur Bouhmouch, je peux vous dire combien coûte un 30 semaines qui reste en réanimation, ça coûte des milliers de vaccins. Complètement. Et c'est ça, parce qu'il ne faut pas... Je vous dis, hein, je suis pas dans le marketing médical, je suis dans parler d'efficacité et de rendement d'un vaccin. C'est un vaccin extrêmement rentable à long terme. Et le payer peut-être 200 dirhams, peut-être qu'au Maroc, ils vont dire 200 dirhams, c'est énorme, mais moi, je pense que ça vaut la peine. Exactement. Docteur, on est parfaitement alignés. Je vais d'ailleurs répondre à votre question. Si on avait le choix, s'il y avait un vaccin contre les 15, on l'aurait pris. C'est très simple. C'est très, très simple. Techniquement, c'est faisable. L'équation est très simple. Moi, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas introduire un vaccin sans prendre en considération la situation économique d'un pays. Donc aujourd'hui, on a quand même un pays en difficulté économiquement. Aujourd'hui, protéger avec le 4, c'est déjà très bien. D'ailleurs, plusieurs pays l'ont fait avant nous et ça a très bien fonctionné. Et oui, évidemment, le 9 va venir, mais dans un second temps. Pour l'instant, ça n'empêche pas de vacciner nos enfants avec le 4, qui est déjà très bien en termes d'efficacité. Et nous l'avons vu. Vous l'avez dit par rapport au 52, par exemple, il y a quelqu'un à Zagouda qui l'a eu. Oui, forcément, on va avoir des cas comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en termes statistiquement parlant, c'est une personne sur vraiment plusieurs, sur des milliers. Mais quand même, ça va venir. Et nous, on est dans l'amélioration continue. Mais pour commencer, dans un premier temps, aujourd'hui c'est ce qu'on a. On a déjà un superbe produit pour protéger nos enfants. Moi, écoute, comme disait docteur Bouhmouch, vacciner avec le 4 ou ne pas vacciner, je préfère vacciner avec le 2 à la limite, que ne pas vacciner. Que je sois clair et net, je préfère vacciner avec le 2, le 16 et le 18, que ne pas vacciner. Moi, la question que je pose au labo, parce qu'on a eu une note de service, comment ça va être organisé? Est-ce que ça va être régi par la santé, par l'éducation? Les vaccins dans les écoles, est-ce que ça va être géré par les académies? Qui va gérer tout ça? C'est le ministère qui va initier ces actions-là. C'est le ministère qui va démarrer. C'est le ministère qui va faire les campagnes du début pour le tapage grand public, si vous voulez. D'accord. D'accord. Et nous, on est là pour travailler en commun accord avec le ministère. D'accord. Et l'information, on la trouverait où? Donc vous êtes fournisseur du vaccin, mais vous n'avez pas plus de renseignements. Alors je vous explique.
Parce que, non, excusez-moi, je termine. C'est que là, on est le 21. Il reste 9 jours. 9 jours et on ne sait pas. C'est quand même curieux. Donc là, il faut qu'on sache. Est-ce que ça va se faire dans les lycées? Est-ce que ça va se faire dans les collèges? Est-ce que ça va se faire dans les centres de santé? Est-ce que les gens qui travaillent dans les centres de santé étaient informés? Est-ce que vous avez reçu un protocole de travail? Qui va être vacciné? Comment? Qui va l'adresser? Pourquoi? Est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce qu'il y aura une campagne? On est à 9 jours. Oui. Alors, les médias disent début octobre. Début octobre, c'est dans 9 jours. Alors, les médias disent début octobre, on n'a pas de date exacte, parce qu'aujourd'hui, à ce jour, le ministère n'a pas encore communiqué une date exacte. Tout cela, tous ces détails que vous vous posez, les questions que vous vous posez, c'est des détails qui seront communiqués par le ministère de la Santé. Nous, aujourd'hui, en tant que laboratoire, on est, comme vous avez dit, fournisseur, mais on accompagne aussi le ministère dans sa démarche de sensibilisation et autres. Mais tous ces détails-là, forcément, vous avez dû le comprendre, c'est quand même un programme de grande envergure, et donc ça prend du temps. Tous les détails, on les aura, et forcément, dès qu'on les a, on pourra les partager avec vous dans le détail. Je peux poser une question. Il y a combien de doses annuelles qui vont être vendues par votre labo? Est-ce qu'il y a, je pense qu'il y a un chiffre qui doit être connu. Oui, c'est un chiffre qui est connu, mais qui est malheureusement confidentiel. Donc je me tiens de le garder pour moi. Est-ce que c'est... Alors, répondez-moi indirectement. Est-ce que c'est équivalent au nombre d'écoliers marocains? Ne me dites, je ne veux pas de chiffres. Parce que, je vous pose la problématique que tout le monde a. Je pense que les pédiatres sont plus sensibles que moi sur ce plan. Est-ce que c'est un vaccin qui va être donné ou bien uniquement dans des... C'est ça la question. Est-ce que c'est uniforme? Là, vous mettez dans une position délicate. Non, on est entre nous, on parle. Non, Blex, bien sûr. Alors, pour tout vous dire, je ne peux pas vous dire, tout simplement. Mais on pourra en parler en off. Mais je suis vraiment désolée. Alors, moi, j'ai une question. Entre le choix du 4 et du 9, c'était un appel d'offres, c'était un cahier de charges. Comment ça s'est passé? En fait, ce n'est pas un appel d'offres ou cahier de charges, rien du tout. Comme je vous ai dit, ça dépend de la maturité du pays. Non, mais la maturité, c'est le ministère qui la détermine ou c'est le laboratoire? Non, c'est le ministère. Donc le ministère a jugé que pour les Marocains, il allait acheter du 4 parce que la maturité de son pays méritait du 4. Non, rien à voir. En fait, c'est toutes les explications que je viens de donner. C'est aussi... Non, mais le pouvoir d'achat, c'est le ministère, c'est ça la question qu'on pose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vaccins qu'on va rentrer en santé publique, il y en a qui coûtent aussi cher que voilà. Maintenant, la question est simple, c'est-à-dire sur quels critères notre santé publique s'est basée pour choisir le 4. Au-delà, est-ce que c'est un critère purement pécunier ou est-ce qu'il y a d'autres... Franchement, on se pose la question. D'où la question du nombre de doses qu'on veut faire. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le mieux pour nos enfants. On n'est pas... Le 4, on est bien d'accord entre ne pas vacciner et vacciner avec le 4. Bien sûr qu'il faut vacciner avec le 4. Mais pourquoi on n'a droit qu'au 4? Je suis désolée. Moi, si j'avais une petite fille, je me poserais cette question-là. Vous avez parfaitement raison. Et... vous avez parfaitement raison, sauf que pour la plupart des confrères pédiatres, le souci numéro 1, c'est le coût du vaccin. Pas pour vous peut-être parce que vous êtes dans un quartier un peu où la population est assez, je dirais, a les moyens, mais si on parle généralité de vos confrères pédiatres, le prix est un souci. Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon... J'ai pas une... Pour notre expérience quand même, parce que nous avons eu cette discussion il y a un an, que vous êtes en train de tenir aujourd'hui, parce que ça fait un an que nous avons introduit le vaccin. Et si dans un an, vous allez comprendre, peut-être pas maintenant. Parce que ça, vous savez une chose quand même, c'est que ce n'est pas n'importe quel vaccin. Avant d'introduire ce vaccin, il y a eu certainement des études sociologiques, socioculturelles. C'est un vaccin déjà dont la cible est l'adolescent, donc ce n'est pas évident. On a l'habitude des vaccins des petits nourrissons, des petits enfants. Ce sont des parents qui les amènent. Là, c'est différent. Ce sont des enfants qui vont être vaccinés à l'école, peut-être sans leurs parents même. C'est un vaccin également qui a un rapport avec la sexualité. Dans nos sociétés, ce n'est pas évident. Hein? Donc, vous allez être confronté à un problème énorme, c'est celui de l'hésitation vaccinale, qui n'existait pas beaucoup pour les autres vaccins.
Donc je pense qu'il y a 2 points qu'il faut savoir. Il y a d'abord le facteur économique. La différence de prix est énorme déjà entre les bivalents et les quadrivalents. Que dire entre le quadrivalent et le non-avalent? Donc c'est vraiment une question économique là, le choix du vaccin. Les ministères choisissent le vaccin en fonction du budget qu'ils ont pu mobiliser pour ce vaccin de la population cible. Je pense que c'est sur ce plan-là que le Maroc a dû choisir le quadrivalent. Pour des raisons économiques, parce que c'est un vaccin, je suppose, qui est gratuit. C'est pas comme les vaccins, c'est gratuit, donc c'est pas comme les vaccins qui vont être disponibles dans les pharmacies, qui vont être... Alors, le problème de démarrage, c'est toujours une campagne dans les écoles, et je suis sûr qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, c'est vrai que c'est un problème d'abord politique, politico-culturel, c'est pourquoi au début les informations sont un peu maîtrisées, hein, ce qui n'est pas bien, surtout chez les praticiens. Parce que c'est une stratégie qui est mise en œuvre par le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation. Parce que ça se fait dans les écoles au départ. Parce qu'après, ça va être un vaccin de routine qui va être introduit dans les unités de vaccination et que vous allez après également avoir dans vos cabinets. Mais pour les campagnes, pour le démarrage, on cible une population donnée dans des zones cibles. Au début, ça ne couvre pas toutes les régions. On a choisi sûrement des régions qui ne sont pas... Probablement, je suppose, c'est comme ça quand même ça a été fait dans tous les pays dans lesquels le vaccin a été introduit. Et puis, c'est une gestion qui est d'abord très sociopolitique avant d'être déjà médicale. Donc, les praticiens vont être associés chemin faisant déjà. Dès que c'est un peu comme ça, je voulais partager avec cette expérience quand même. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais je suppose. Si je peux me permettre une chose, Khalid, ce que tu viens de dire est très important. Moi, il y a une chose qui me dérange, c'est que on a reçu, je pense on a reçu une note de service qu'on se partage disant le vaccin. Il n'y a eu aucun débat dans les sociétés savantes, ni en gynécologie, ni en pédiatrie. Il n'y a pas eu, parce que honnêtement, on peut faire, c'est des choses, c'est des calculs. En médecine, en économétrie, on peut le faire. On peut dire, pour un pays au Maroc, dont les moyens sont limités, de la RALP, on ne peut pas être plus riche qu'on le pense, qu'on ne l'est. Et on dit, écoute, il y a une population, on attend Quand j'ai posé la question à la dame, j'ai dit, est-ce au Maroc, on a tant d'élèves, de 12 à 15 ans. Et honnêtement, s'il y avait un débat, qu'il n'y a pas eu, moi je n'ai pas assisté, je ne sais pas, Khalid, si tu as assisté à un débat, toi, on n'a pas assisté à un débat disant, voilà, au Maroc, il y a tant de centaines de millions d'élèves de 12 à 15 ans qu'il faut cibler en premier dans toutes les écoles. Nous avons un budget de temps. Est-ce qu'il est ingénieux de passer au bivalent, qui va coûter moins cher, ou au 4 ou au 9? C'est une étude de marché et d'efficacité de marché. Et dire si au Maroc, 80% des cancers du col sont liés au 16 et au 18, que couvre le bivalent et qui coûte moins cher, qu'on peut parfaire la couverture vaccinale, moi je serais partant pour un 16 et 12. Parce qu'on ne peut pas accéder de 0 à 100 en une journée. Tu sais, il y a des programmes, il y a des choses qu'on va voir dans notre culture. La réfraction vaccinale, non, je ne veux pas faire vacciner. Quand tu parles de relations sexuelles, il te dit non, ma fille, elle n'est pas encore mariée, tu lui parles de quoi? Tu sais, c'est des choses qu'on entend dans la consultation. Mais il n'y a pas eu de débat. Donc, tu sais, par exemple, les chiffres ne sont pas clairs, je le déplore, et je déplore qu'il n'y ait pas eu de débat entre les pédiatres, les gynécologues, la santé publique, le truc pour dire, voilà, on a un problème de couverture vaccinale, Non, il y a un débat dans la commission technique de vaccination, probablement. Ils ont eu des chiffres de mortalité, ils ont eu les chiffres de consoles qui sont publiés dans les journaux. Je pense qu'il y a tout ça qui a été fait, mais ce n'est pas concerté tout le monde ou tout le corps médical. Moi, je pense qu'on aura plein de questions pour lesquelles on aura zéro réponse. Et donc, ça sert à rien de se tortiller la tête et ça ne sert à rien. Ce qu'il faut voir, il faut voir un peu ce qui se passe. Et ce qui se passe est très positif. C'est-à-dire qu'on a un vaccin qui va protéger des garçons et des filles contre le cancer de col de l'utérus, contre le cancer du pharynx. Il est imparfait, tout le monde s'accorde à ça. Mais entre imparfait et rien, moi je préfère, je le répète une deuxième fois, d'avoir un programme imparfait qui va protéger des jeunes filles, qui va protéger des jeunes garçons. Après, c'est à nous de se positionner par rapport à ça, en tant que pédiatre. Donc, il y aura une vaccination qui va être, entre guillemets, obligatoire, même s'il ne l'est pas, qui va être faite dans les centres de santé, qui va concerner
les jeunes scolarisés. Donc il y aura tout un schéma qui va être fait et que nous, les parents, vont venir nous poser des questions. Une autre position, moi je pense que pour moi, personnellement, c'est une position claire. Chaque fois qu'il y a un vaccin qui a montré son efficacité, qui a montré sa tolérance, qui a montré un minimum d'effets secondaires, nous, en tant que pédiatre, notre position est claire et nette. Donc voilà. Alors, vacciner avec 2 doses, je suppose, au Maroc. Oui. Alors, si une enfant reçoit avec les 4 valences, est-ce qu'on peut lui faire le rappel avec le 9 si le 9... Oui. Donc, grosso modo, si on épuise le stock du 4 et qu'on a du 9, peut-être que ça changera. Il faut arrêter le 4-9, il faut dire qu'on va protéger des enfants de toute façon. On n'a que le 4. Si on n'a que le 4, on va faire avec. Si on avait le 9, on va se battre pour avoir le 9. Et si on discute plus largement sur la vaccination, il y a la vaccination de l'hépatite A. Il y a la vaccination, le ROR n'est pas fait au Maroc, c'est fait le R. Si vous voulez qu'on discute sur des choses qui sont aberrantes, ben il y en a. Mais ce n'est pas le but. Là, on est sur quelque chose de positif, et je le dis et je le répète, même si les gens de filles ne m'ont rien donné et ne m'ont rien briefé et ne m'ont rien dit, c'est une conviction personnelle. Je pense que là, on est sur une étape très importante, et chaque fois qu'on peut faire une promotion de la vaccination, ça va retentir sur la vaccination générale de tous les enfants et l'acceptation de la vaccination chez les parents. Et on était très bons, les pédiatres étaient très bons dans ce domaine-là, et je pense qu'il faut qu'on continue. Il y a un petit point dont je voulais discuter, c'est on a besoin absolument et très rapidement d'une fiche d'information aux parents. Et cette fiche doit être simple, efficace, بالعربية وفرنساوية, recto verso. Elle doit être disponible chez les pédiatres, chez les gynécos, elle doit être chez les médecins de famille, et ce n'est pas au laboratoire de la faire, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. C'est soit à l'État, soit aux sociétés, chez les pédiatres. Mais il faut absolument, absolument faire cette fiche d'information qui est indispensable, qui n'existe pas au Maroc. C'est pour aller chercher une information sur le Maghreb, il faut aller chercher sur des sites étrangers. L'anglais ou le français, il ne peut pas avoir accès à l'information. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir sur des sites, si vous allez sur le site, si vous êtes père ou mère de famille avec des enfants de 12-14 ans, et que vous rentrez sur le site masexualité.ca, et que le premier sous-titre c'est LGBT, le choix à faire de son corps et tout, il y a beaucoup de gens, beaucoup de parents qui vont hésiter. Donc il ne faut pas continuer, il faut arrêter de se référer toujours soit aux Français, soit ils n'ont pas le même langage que nous, ils n'ont pas le même code social que nous, les mêmes codes sociaux que nous, et vraiment c'est très urgent. Ça vous a pris combien de temps pour le faire, le gutri? Bien sûr, moi, ce que je peux te dire, si tu veux que ça marche au Maghreb, il faut faire un truc بالعربية et dire sur TikTok, et tu vas voir, tout le monde va se faire vacciner, il n'y a pas de problème. Ben oui, donc c'est TikTok qui marche, c'est pas masexualité.ca, ça marche pas ça. Dans le Maghreb, les gens écoutent TikTok ou ils se le médecin. Donc moi, c'est à nous de voir, et c'est à nous de revoir notre positionnement dans la communication. Et si les gens utilisent un moyen de communication, il faut qu'on puisse l'utiliser aussi pour contrer, pour passer les messages. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, merci beaucoup, c'est un débat très intéressant. Merci au laboratoire FI de m'avoir permis de réaliser cette table ronde. Donc je vous convie à un dîner juste à côté, et puis notez la date du 5 novembre pour la prochaine table ronde. Ça sera ici, Inch'Allah. Et peut-être en octobre, c'est en train de s'organiser. On vous tiendra au courant en octobre ce qu'on va faire. Bonne soirée et merci à vous tous.